Je voulais aussi aborder avec vous l'accélération générale dans l'armement occidental vis-à-vis de l'Ukraine, parce que c'est assez frappant. Voilà que Josep Borrell, le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, nous dit que la formation des pilotes ukrainiens au F-16 a commencé. Elle est effective dans plusieurs pays, dit-il, et sur toile de fond des États-Unis qui délivrent un feu vert au bombardement par ces mêmes F-16 de la Crimée. Alors qu'il y a quelques semaines encore, pour eux, la Crimée, c'était un sujet qu'il ne fallait pas aborder. On verra plus tard, il n'est pas question que les Ukrainiens s'imaginent qu'ils puissent conquérir la Crimée comme ça. Ce n'est pas le sujet. Et voilà que tout avance très très vite. Écoutons d'abord Josep Borrell. I am happy that finally the training of the pilots for the F-16 has started in several countries. It will take a time, but the sooner the better. Montage Marion Désert. Alors c'est peut-être un secret de Polichinelle qui dévoile. Le fait est que cette formation a commencé au moment où le feu vert est donné pour la livraison de ces avions. Et dans le même temps, il y a ce qu'on peut sans doute appeler une conversion américaine à l'idée que la Crimée est bel et bien récupérable par l'armée ukrainienne. Alors que jusqu'à présent, on avait bien compris que ça n'entrait pas dans l'agenda américain. Voyons de quoi il s'agit, les indispensables, avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors les mots ont leur poids, ont leur signification. Que disent précisément les Américains sur le sujet ? Eh bien, en marge du feu vert américain pour les F-16, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, était interrogé sur CNN à propos de la Crimée et il n'a pas esquivé la question. Nous avons dit que nous n'autoriserions pas l'Ukraine à utiliser des armes fabriquées aux États-Unis pour frapper la Russie. Nous pensons que la Crimée est l'Ukraine. Vous avez bien compris, les États-Unis donnent leur feu vert pour que l'armée ukrainienne frappe la péninsule criméenne avec leurs armes. C'est clairement un retournement dans la position américaine. Souvenons-nous, pendant des mois, la Maison-Blanche avait bloqué l'idée d'une offensive ukrainienne en Crimée. Au plus haut sommet, on estimait que c'était une ligne rouge infranchissable. Pourquoi ? D'abord en raison d'une éventuelle réaction russe. Regardez ce que disait Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, en février dernier. Une tentative ukrainienne de reprendre la Crimée serait une ligne rouge pour Vladimir Poutine qui pourrait conduire à une réponse russe plus large. De plus, l'état-major américain estimait que la Crimée était un objectif inatteignable pour l'Ukraine. Souvenez-vous de la fameuse phrase de Mark Milley, le chef de l'état-major américain, en novembre. La probabilité d'une victoire ukrainienne expulsant les Russes de toute l'Ukraine, y compris de la Crimée, n'est pas très élevée militairement. Alors, est-ce que cela signifie formellement que les Ukrainiens sont autorisés, entre guillemets, à lancer une grande contre-offensive, y compris pour récupérer la Crimée ? Ce point-là reste à confirmer, David, mais il y a quelque temps déjà, certains responsables américains, notamment Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, parlait déjà de la Crimée comme une base arrière russe. Elle plaidait notamment pour des bombardements sur des installations militaires. Regardez ce qu'elle disait, il y a des installations militaires massives en Crimée que la Russie a transformées en dépôts logistiques et de back-office essentiels pour cette guerre. Ce sont des cibles légitimes. Ces installations militaires en Crimée, les voici. Il en existerait plus de 200 sur le territoire en Crimée. Regardez, ce sont ces petits points jaunes. Et on parle là de bases navales, de bases aériennes, de bases militaires, ou encore de dépôts de carburant, ou encore des dépôts de munitions. Donc est-ce que ce feu vert américain, pour être concret, change quelque chose pour l'armée de Kiev ? Oui, car jusque-là, sans le feu vert de Washington, Kiev ne pouvait pas militairement frapper en profondeur la Crimée. C'est désormais le cas. Alors en ont-ils déjà les moyens ? Eh bien oui, car aujourd'hui, avec les missiles GLSDB notamment, livrés à Kiev, 150 km de portée, eh bien regardez, ces missiles pourraient atteindre la Crimée, notamment les installations militaires situées sur la côte ouest de la péninsule. C'est encore différent avec les Storm Shadow, les missiles livrés par Londres ces derniers jours, 250 km de portée. Et vous le voyez, avec ces missiles, ce seraient presque toutes les installations militaires de la Crimée, installations russes,
qui sont à portée de tir ukrainien. Est-ce que Moscou a réagi à cette inflexion américaine ? Oui, pour Moscou, la Crimée, c'est une ligne rouge. La Crimée fait partie intégrante de la Fédération de Russie, indique Sergueï Rabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères. Présenter l'image d'une manière différente, proférer des menaces et soulever la question sont une confirmation de l'irresponsabilité et de l'escalade de Washington. Pour Moscou, c'est clair, la Crimée, c'est la Russie depuis le référendum d'annexion en 2014. Merci Quentin. Un tout dernier point sur les F-16. On a vu que Joseph Borrell disait les formations des pilotes ukrainiens ont commencé. Une date est donnée pour l'arrivée des premiers F-16 ? Oui, l'information a été donnée par Yuri Sak, conseiller du ministre de la Défense ukrainien. Fin septembre, début octobre, nous pourrions voir les premiers F-16 voler dans l'espace aérien d'Ukraine. Dans 4 mois, donc, c'est le temps minimum pour former les pilotes de chasse ukrainiens au modèle occidental, eux qui sont habituellement habitués à piloter sur les MiG-29, des modèles soviétiques. Cela confirme donc bel et bien que la formation des pilotes a commencé en Europe. Et vous le disiez en préambule, en Pologne notamment, c'est Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui l'a annoncé. Merci Quentin. Isabelle, est-ce qu'on est en train d'assister à une conversion américaine, ou en tout cas une évolution américaine, qui serait d'une certaine manière surpris eux-mêmes par l'avancée de l'armée ukrainienne, par les possibilités de l'armée ukrainienne, et qui serait plus optimiste aujourd'hui qu'hier? Alors, je dirais même une conversion occidentale, parce que c'est aussi le cas de plusieurs pays en Europe. Les choses sont en fait contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, quand on parle en fait aux Américains et aux Français, aux Allemands, il y a beaucoup de gens qui mettent en doute encore aujourd'hui la capacité des Ukrainiens à récupérer l'intégralité de leur territoire, c'est-à-dire les frontières de 1991, à l'issue de leur contre-offensive. Et pourtant, en même temps, un mouvement assez consensuel se forme et qui a l'air d'avoir confiance en l'armée ukrainienne. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, ni le président Zelensky, qui est un chef de guerre absolument formidable, ni son armée, ni la population n'ont failli. Ils ont montré courage, héroïsme, résilience. Et aujourd'hui, on a confiance dans les capacités des Ukrainiens, y compris dans le fait qu'ils n'ont jamais trahi les promesses qu'ils ont faites aux Américains, par exemple, de ne pas en fait attaquer les villes russes avec du matériel occidental. Il y a une hypothèse que moi j'ai entendue plusieurs fois depuis assez peu de temps, depuis 2 semaines, qui consisterait à dire, finalement, un des cœurs de la machine, vous savez, comme cette grosse termite, la mètre, comment on appelle ça dans le truc des fourmis, là, enfin comme la mère... la mère... Abeilles. Comment ? La reine des abeilles. Voilà, là, enfin, des fourmis. Oui. Ce serait la Crimée, quoi, qui serait vraiment un des centres vitaux de l'offensive russe, parce que c'est vrai que la Crimée a été transformée... De l'offensive ukrainienne? Non, russe. Ah Enfin, oui, russe, de l'occupation russe, parce que la Russie la Crimée est complètement fortifiée, elle est complètement surarmée, et en fait, l'idée d'attaquer d'abord là et de privilégier la Crimée plutôt que le Donbass, en d'abord coupant le pont, en fait, pourrait avoir un effet là, pour chercher l'effondrement. En fait, voilà. Et j'entends cette idée, c'est la première fois que elle se répand un petit peu depuis 15 jours, et les objectifs pourraient avoir changé. En tout cas, il devenait aussi, je pense que d'un côté diplomatique, il devenait aussi très très compliqué pour les Américains de dire d'un côté, les Américains sont du côté du droit international, du respect du droit international, et donc forcément soutiennent les frontières de 1991, qui avaient été reconnues internationalement, et reconnues, rappelons-le, par la Russie elle-même à plusieurs reprises, et de ne pas autoriser les Ukrainiens à récupérer une partie de ces frontières de 1991. Il y avait une espèce de contradiction qui n'était pas tenable, mais encore une fois, on a l'impression que les digues sautent sous la force de l'histoire qui avance plus vite, en fait. Est-ce que c'est une nouvelle digue qui saute? Oui, on peut avoir une interprétation tactique à côté de l'interprétation presque stratégique que vient de donner Isabelle, qui consisterait à dire les Russes sont en train d'établir des lignes de défense. On a 3
ligne de défense. Il est essentiel pour les Ukrainiens de faire en sorte que les Russes ne savent pas où les Ukrainiens vont attaquer. Et l'idée qu'ils puissent attaquer en Crimée, également au sud et à l'est, va forcer les Russes à disperser leurs troupes. Attaque aérienne. Attaque aérienne, tout ce que l'on veut. Et donc, je crois qu'il y a une interprétation tactique. Est-ce que les Américains ont changé ou est-ce qu'ils ont intérêt à ce que les Russes croient qu'ils ont changé? Et alors, par contre, la livraison des F-16, c'est une chose, la formation des pilotes en est une autre. Et ça confirme, je crois, une interprétation qui me paraît juste, qui consiste à dire « nous savons que le temps ne joue pas nécessairement en faveur de l'Ukraine ». Et là, il y a ce calendrier qui obsède tout le monde, c'est 2024, les élections américaines de novembre. Il faut que les Ukrainiens aient marqué des points décisifs d'ici à 2024 pour convaincre les républicains que la vision de Trump n'a plus de sens, pour convaincre les Européens que leur effort a bien fonctionné et pour essayer de déstabiliser et d'affaiblir le pouvoir russe. Donc je dirais qu'il faut voir quelle est la part de tactique et quelle est la part de stratégie dans tout ça. Pour vous, Jean-Dominique, les Américains s'autorisent-ils eux-mêmes à penser à des objectifs pour l'Ukraine qui leur semblaient inatteignables auparavant? Oui, parce que je pense qu'ils constatent que l'armée ukrainienne fait le travail. Et les Américains ont un côté assez pragmatique. L'armée ukrainienne fait le job et elle le fait mieux que ce qu'on avait prévu. Qu'eux-mêmes avaient prévu. Au départ, les Américains ne misaient pas beaucoup sur la résistance ukrainienne, puis sur les capacités de reconquête, et puis sur... Donc là, c'est des winners, d'une certaine manière, pour employer un mot très français. Et donc, ça peut les inciter à soutenir le camp qui est en train de gagner la guerre, l'Ukraine. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau juridique. Vous dites qu'il est en train de gagner la guerre. Ah, oui. Enfin... En tout cas, les Russes sont en train de la perdre. Ça, je crois que qui aujourd'hui peut dire que les Russes sont en train de gagner la guerre y a pas. Je pense que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit, mais depuis des mois, Viktor Orban. Le monde. Viktor Orban. Non, mais d'autant plus, Jean-Dominique, que pour les Américains, ce qui compte aussi, c'est que, en fait, si les lignes rouges américaines ont glissé ainsi, c'est parce que les supposées lignes rouges de Vladimir Poutine, qu'il avait édictées vis-à-vis de la livraison des armes occidentales, n'ont absolument jamais été respectées. Et finalement, il n'y en a pas. Donc, la menace nucléaire se vide de sens. Ça marche. Globalement, ça marche quand même du côté ukrainien. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont d'abord réussi à arrêter l'offensive russe, puis à commencer à la repousser. Et là, ils sont engagés dans une opération de reconquête. Alors, il y a plusieurs niveaux. Juridiquement, il est évident qu'ils ont parfaitement le droit de récupérer le dernier centimètre carré de leur pays en regard du droit international. Et ni Washington, ni les Européens, ni personne ne conteste que la Crimée n'est pas russe. La Crimée, elle est ukrainienne au regard du droit international. Et le discours qu'on entend qui consiste à dire... Non, mais les lignes rouges qu'à présent la Russie elle a laissé tomber parce que la Crimée c'est le sujet sur lequel elle ne peut pas laisser passer. Oui, d'accord, mais ça c'est ce qu'on s'est raconté jusqu'à présent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va voir si c'est vrai? On va voir si c'est vrai. Alors après il y a l'aspect militaire. Est-ce que les Ukrainiens ont la capacité militaire de reconquérir ou de reconquérir l'Ukraine cette année ou l'année prochaine? Parce qu'on parlait de novembre 2024. Ça nous laisse au moins une belle saison de plus, 2023 puis 2024. Ça risque de durer cette affaire. Oui. Faut pas avec les F-16, c'est... En tout cas, c'est voilà, les F-16, ils seront là à l'automne. Les F-16 seront là à l'automne. Les F-16 n'arriveront pas avant 4 mois, donc du ciel. Ça, c'est sûr. Et donc maintenant, on sait que l'offensive n'aura pas lieu cet été, et l'affaire est réglée, on peut partir. Ah, vous pensez qu'ils attendront le F-16 pour la déclencher? Pas sûr. Si, c'est une arme d'appui formidable. Enfin, là, ils se priveraient d'un appui aérien. À mon avis, ce serait. Enfin, je vois pas l'intérêt de lancer une offensive avec des moyens qui arriveraient à la fin de l'offensive si tant est. Non, parce qu'il y aura peut-être une autre offensive. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est
le deuxième point. Là, vous allez aller, c'est que je me dis qu'ils vont pas aller en Crimée. C'est que je me dis qu'on est dans une opération de déstabilisation ou de désinformation. Tout le monde est en train de parler de la Crimée. Dominique. Oui, exactement. Et tout le monde est en train de parler de la Crimée. Et en fait, ils vont pas aller en Crimée du tout. Ils vont aller ailleurs. Ou simplement pour bombarder peut-être les lignes arrières. Voilà, exactement. Et puis, exactement. Et le troisième point, c'est une formidable opération de marketing pour les matériels américains. Mais ça, depuis le début. Oui, mais là, on est vraiment l'armée de l'air et toute la région va être. Et c'est pour ça que j'ai regretté que les Français ne mettent pas des Mirage 2000. On aurait pu avoir une petite. Comment dire ? Oui, c'était un peu dommage. On mais là, se demandait si les Français n'allaient pas, via les Émirats Arabes Unis, livrer des vieux Mirage 2000 qui sont au rebut depuis très très peu de temps et qui sont encore opérationnels. Mais visiblement, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Non, c'est fini. Non, oui, Dominique. Ce qui me paraît intéressant dans cette histoire, c'est l'inversion qui s'est produite dans le temps. Qui est David, qui est Goliath? Au début de la guerre, ne pas la gagner pour la Russie, c'était la perdre. Ne pas la perdre pour l'Ukraine, c'était la gagner. Aujourd'hui, il y a une telle attente devant la contre-offensive ukrainienne que ne pas percer les lignes russes pour les Ukrainiens, c'est perdre. Ne pas avoir leur ligne percée pour les Russes, c'est gagner. Et donc je crois que c'est cette inversion de l'attente qui me paraît fascinante. Et c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à mettre l'accent sur la dimension tactique de la question de la Crimée. Je vous parlais de Viktor Orban. Voilà un homme qui ne croit pas à la victoire ukrainienne. Je sais ce que vous allez me dire. Il est légèrement intéressé puisque toute sa fourniture en hydrocarbures vient de son ami Poutine. Écoutez-le quand même. My position is that looking at the reality, looking at the figures, looking at the surroundings, looking at the fact that NATO is not ready to send troops, it's obvious that there is no victory for poor Ukrainians on the battlefield. Montage de Marion Désert. Il s'est opposé au nouveau train de sanctions et de. Écoutez, il y a un élément très particulier des Hongrois par rapport aux Ukrainiens. Les nationalistes hongrois, dont Viktor Orban est un représentant élu, réélu, il exprime quelque chose qui est vrai en Hongrie, n'aiment pas les Ukrainiens. Ils n'aiment pas les Ukrainiens parce qu'il y a en Ukraine une petite minorité de 150 000 Hongrois et c'est l'obsession des Hongrois de Hongrie du sort de leur minorité à l'étranger. Et donc, c'est un élément. Ça rappelle la Première Guerre mondiale. Après la Première. Et c'est un élément. Ça peut nous sembler totalement fou. On se dit, mais pourquoi cette obsession? Et ils ont cette obsession par rapport à tous leurs voisins, les Slovaques, les Serbes, les Ukrainiens, et les Roumains, évidemment. Et donc, il y a dans le nationalisme hongrois un défi par rapport à l'Ukraine. Ils n'aiment pas les Ukrainiens. Et donc ça, il dit des choses comme ça. Voilà. La question des minorités. Est-ce que c'est très important? On se souvient des Sudètes, ça nous ramène à 14-18. Mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main les propos de Orban. Entre le rapport des volontés, qui est très favorable aux Ukrainiens, et le rapport des forces, qui est beaucoup plus complexe, l'histoire n'est pas écrite. Je dirais qu'aujourd'hui, elle balance. Elle peut encore aller dans un sens ou dans l'autre. Et je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de prudence à l'égard des propos d'Orban. Et Orban joue un peu le fait. Sur l'OTAN, par exemple, il est en train de bloquer l'entrée de la Suède dans l'OTAN, par exemple. Donc il y a un jeu un peu bizarre, un jeu proprement hongrois, qui vise quand même à déstabiliser l'Occident et en même temps de favoriser le message russe. Il est protégé par le veto turc. Et en fait, à chaque fois qu'il est seul en face de tous ses partenaires de l'Union européenne, il cède à chaque fois. Merci.